C'était la première scène de sa narration carcérale. Le moteur de la Bentley tournait toujours tandis que Gareth Ellison s'approchait pour fixer le câble de remorquage. Dans l'air vif de février, de la vapeur s'échappait du capot de la luxueuse berline, tandis que la portière côté conducteur, béante, ressemblait à une aile brisée. Pendant 8 ans, il avait supervisé le parking souterrain sous le palais de justice du comté de Riverside, mais jamais il n'avait vu quelqu'un abandonner une automobile à $100 000 à la barrière de sortie. « Monsieur », lança Gareth, sa voix résonnant sur les édifices de béton. « Vous ne pouvez pas laisser votre véhicule ici. » Aucune réponse. Les feux de détresse de la Bentley clignotaient dans la faible lumière fluorescente, projetant des ombres qui dansaient sur l'étendue maculée d'huile. Gareth jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 7h42 du matin, l'ouverture du palais de justice était prévue dans 18 minutes, et l'afflux du lundi matin était imminent. Il fit le tour du véhicule, remarquant les plaques d'immatriculation temporaire du concessionnaire et le porte-documents en cuir visible à travers la vitre côté passager. L'immatriculation suspendue au rétroviseur portait le nom de Colin Dupré. Ce nom ne lui disait rien, mais la position de la voiture bloquait la seule sortie du niveau inférieur. 23 véhicules étaient immobilisés derrière. Gareth activa sa radio. Centre, ici Ellison à Riverside. J'ai besoin d'une dépanneuse pour un véhicule abandonné. Une berline Bentley bloque la rampe de sortie. Bien reçu, Gareth. Temps d'arrivée estimé, 15 minutes. Au moment où la dépanneuse se matérialisa, une file de navetteurs mécontents s'était amassée près de la cage d'ascenseur. Gareth régulait la circulation pendant que l'opérateur treuillait la Bentley sur le plateau. Il était en train de finaliser les papiers lorsqu'un homme, vêtu d'un costume coûteux, émergea du portail du palais de justice, avançant rapidement. « Où est ma voiture ?» Le ton de l'homme trahissait l'autorité de quelqu'un habitué à une obéissance inconditionnelle. Il était grand, probablement dans la trentaine, avec une démarche assurée, signe qu'il avait rarement rencontré un refus. « Êtes-vous Colin Dupré ?» demanda Gareth, sans quitter son presse-papier des yeux. « Oui, et vous venez de remorquer ma voiture. J'exige qu'on me la rende. » Véhicule abandonné dans une zone interdite au stationnement, bloquant une sortie de secours, répondit Gareth, conservant une intonation neutre. Frais de remorquage de $200 plus frais de stockage. Colin avança, réduisant la distance jusqu'à ce que Gareth puisse percevoir son eau de Cologne. « Écoutez, mon pote, je ne suis pas un indigent qui ne peut pas se payer un ticket de parking. J'avais une réunion prolongée à l'étage. Je paierai vos frais, mais je veux ma voiture tout de suite. La politique de la compagnie de remorquage exige une période de stockage minimale de 48 heures. Vous pouvez les contacter. » Gareth lui tendit une carte. Daniel S. Towing. Ils sont situés sur Maple Street. C'est absurde. Le teint de Colin se faisait plus rouge. Savez-vous quel est mon métier? Je suis promoteur immobilier. Je gagne plus en un mois que vous ne verrez probablement en un an. Gareth scruta le visage de l'homme pour la première fois, remarquant une certaine familiarité dans la mâchoire et le regard. Tant mieux pour vous. Trouvez-vous cela amusant? La voix de Colin montait d'un ton. Je pourrais acquérir tout ce garage si je le voulais. Je pourrais vous faire licencier d'un simple coup de fil. Peut-être. Mais votre voiture est toujours en train d'être remorquée. Gareth pivota pour s'en aller. Attendez. Colin saisit son bras. Quel est votre nom? Gareth Ellison. La poigne de Colin se resserra un instant, puis se relâcha. Son visage passa de la colère à quelque chose qui ressemblait à un calcul. Ellison, hein? Le monde est petit. Me connaissez-vous? J'ai entendu parler de vous. Le sourire de Colin était dépourvu de chaleur. Oui, j'ai entendu parler de vous. Ce soir-là, Gareth était installé dans sa Toyota Camry de l'autre côté de la rue, observant Colin Dupré monter les marches du duplex qu'il avait hérité de son père. La demeure était une construction de style craftsman des années 1920 qui avait été transformée en 2 appartements. Gareth résidait dans le logement le plus grand à gauche, tandis que le plus petit à droite était loué à une enseignante retraitée du nom de Madame Patterson depuis 3 ans. Colin possédait une clé. L'épouse de Gareth, Lena, ouvrit la porte avant que Colin ne puisse utiliser sa clé. Elle était vêtue de la robe rouge qu'elle avait achetée pour leur dîner d'anniversaire le mois dernier, celle qu'elle n'avait jamais portée pour lui. Ils s'étreignirent sur le seuil, et Gareth ressentit une sensation glaciale dans l'abdomen. Son téléphone portable vibra, un texto de Lena.
Tu travailles tard ce soir? N'attends pas mon retour. Garrett conduisit jusqu'à son domicile et se gara à sa place attitrée dans l'allée. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lampe du salon activée par une minuterie. Il s'assit dans la cuisine, buvant un café devenu froid depuis des heures, essayant de déchiffrer la scène dont il avait été témoin. Colin Dupré. Le nom le hantait depuis l'épisode du parking. Il alluma son ordinateur portable et écuma les réseaux sociaux. Le profil LinkedIn de Colin indiquait qu'il travaillait pour Meridian Development Group, une entreprise de taille moyenne spécialisée dans la transformation de bâtiments résidentiels. Ses photos de profil le montraient lors de ce qui semblait être une retraite d'entreprise, son bras autour d'une femme blonde en robe de cocktail. Garrett reconnut la femme, c'était Lena. Il fit défiler les publications de Colin, des images de dîners d'affaires, de chantiers de construction et d'événements caritatifs. Sur plusieurs photos, Lena apparaissait en arrière-plan. Les horodatages remontaient à plusieurs mois. À 23h47, Garrett entendit la clé de Lena dans la serrure. Elle entra dans la cuisine, se débarrassant de son manteau. « Tu es levé tard » fit-elle remarquer, évitant son regard. « Je n'arrivais pas à dormir. »« Comment s'est passée ta journée ?» Les habituelles incohérences d'inventaire. Lena ouvrit le réfrigérateur et en sortit une bouteille de vin. « Tu en veux ?»« Non, merci. » « Qui est Colin Dupré ?» La main de Lena se figea, suspendue au-dessus de la bouteille de vin. « Qui ?»« Colin Dupré. Un homme que j'ai rencontré aujourd'hui a prétendu me connaître. Je ne reconnais personne de ce nom. » Elle versa du vin dans un verre, ses mouvements mesurés et délibérés. « Pourquoi ? » C'était juste par curiosité. Il m'a semblé familier. Lena avala la moitié du verre d'un seul coup. « Je suis fatigué. Je vais me coucher. » Garrett resta là jusqu'à ce qu'il entende la porte de la chambre se fermer, puis il réactiva son ordinateur portable. Cette fois, il examina scrupuleusement les registres de propriété pour son adresse. La résidence appartenait à sa lignée depuis 43 ans. Son père l'avait acquise en 1981, l'avait habitée jusqu'à son décès en 2019, puis l'avait léguée à Garrett dans son testament. L'acte était clair et sans équivoque. Cependant, quelque chose clochait dans les registres publics. Un document, portant une date d'il y a 6 semaines, indiquait qu'une procuration avait été déposée, conférant à Lena le pouvoir d'agir au nom de Garrett dans des transactions immobilières. La signature ressemblait à la sienne, mais il n'avait jamais signé un tel document. La main de Garrett tremblait tandis qu'il examinait d'autres registres. Un accord de courtage avait été déposé auprès du bureau d'enregistrement du comté. Sa maison était à vendre. L'agent immobilier était affilié à Meridian Development Group. Il imprima tous les documents. Le lendemain matin, Garrett contacta son lieu de travail, simulant une maladie pour la première fois en 2 ans. Il se rendit au bureau d'enregistrement du comté et demanda des copies de tous les documents relatifs à sa propriété. La greffière, une femme d'âge moyen aux yeux fatigués, lui tendit une pile de papier. « Il y a eu beaucoup d'activités sur cette propriété récemment, observa-t-elle. Vous refinancez ? » Quelque chose dans ce genre. Garrett s'installa dans sa voiture sur le parking, examinant les documents. La procuration avait été notariée par une certaine Patricia Vance à Riverside. L'adresse correspondait à un magasin Mailbox, etc. Il s'y rendit et présenta le tampon du notaire à la greffière. Patricia Vance ne travaille plus ici depuis 6 mois, l'informa la greffière. Elle a déménagé en Arizona, et pourtant ce document a été notarié ici il y a 6 semaines. La greffière inspecta le tampon. C'est un faux. Vous devriez signaler cela aux autorités. Je le ferai. Merci. Garrett se rendit chez son ami Darian, qui tenait un commerce de voitures d'occasion dans le sud de la ville. Darian Locke avait été son colocataire à la fac, et ils étaient restés en contact au fil des ans. Darian avait été élevé en famille d'accueil et avait appris très tôt à se frayer un chemin dans des systèmes qui n'étaient pas conçus pour aider des gens comme lui. Tu as l'air terrible, remarqua Darian en sortant de la caravane qui servait de bureau. C'était un homme petit et trapu, avec des cheveux grisonnants et un sourire qui laissait deviner des connaissances inavouées. J'ai besoin d'un conseil. Un conseil juridique. Dans quelle situation tu t'es fourré ? Garrett lui présenta les documents. Darian laissa échapper un sifflement discret. C'est sophistiqué. Quiconque a orchestré ça connaît bien le droit immobilier. Il rendit les papiers.
Tu peux signaler ça aux autorités, mais prouver une falsification prend du temps, et pendant ce temps, ta maison pourrait être vendue à ton insu. Qu'est-ce que tu proposes? Je connais une avocate. Sacha Winter. Elle est spécialisée dans les affaires de fraude. Elle travaillait auparavant pour le bureau du procureur avant de passer au privé. Darian inscrivit un numéro de téléphone. Dis-lui que je t'envoie. Elle me doit une faveur. Quel genre de faveur? Le genre dont on ne parle pas. Le bureau de Sacha Winter était situé dans un entrepôt réaménagé du centre-ville, partageant l'espace avec une galerie d'art et un studio de yoga. Elle était plus jeune que Garrett ne l'avait imaginé, peut-être 40 ans, avec des cheveux noirs courts et un regard direct qui suggérait qu'elle avait été témoin de toutes les arnaques imaginables. Darian indique que tu as un problème de propriété, déclara-t-elle, invitant Garrett à s'asseoir en face de son bureau. Garrett lui expliqua la situation. Sacha écoutait sans l'interrompre, griffonnant de temps en temps des notes sur un bloc-notes jaune. « Depuis combien de temps êtes-vous mariés » demanda-t-elle une fois qu'il eut fini. 4 ans. Des enfants? Non. Contrat de mariage? Non. La Californie est un état de communauté de biens, mais les biens hérités sont généralement considérés comme des biens propres. Votre femme n'aurait aucun droit sur la maison. Et un divorce. Sacha se renversa sur sa chaise. Ce qui rend cette fraude particulièrement intrigante. Elle ne peut pas vendre ce qu'elle ne possède pas. Alors, que dois-je faire? Premièrement, nous déposons une plainte auprès du conservateur des hypothèques pour signaler le bien, cela empêchera toute vente de se dérouler. Deuxièmement, nous documentons méticuleusement tout. Chaque conversation, chaque SMS, chaque document. Troisièmement, nous tendons un piège. Quel genre de piège? Le genre qui incite les individus à avouer des crimes qu'ils croyaient avoir évités. Le sourire de Sacha était vif. Mes honoraires de base sont de $5000. Garrett rédigea le chèque ce soir-là. Il était assis à la table de la cuisine quand Lena entra, les épaules accablées de fatigue et d'autres choses ou une lueur de soulagement dans les yeux. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-il, joignant ses mains sur la table. « Bien. » Agitée. Elle se versa un verre de vin et prit une gorgée délibérée. « Et la tienne? Tu te sens mieux? » Beaucoup mieux. Il sourit, se penchant en avant. Je réfléchissais à nous. La main de Lena se figea, suspendue à mi-chemin de sa bouche. Quoi, à nous? Notre mariage? Notre avenir, se demanda-t-elle. Je pense que nous devrions envisager de consulter un conseiller conjugal. Lina posa son verre de vin sur la table, produisant un tintement délicat. Pourquoi? Il suivit le grain du bois avec son pouce. J'ai l'impression que nous nous éloignons. Je veux rectifier cela avant que ce ne soit irréparable, déclara-t-elle, se levant de sa chaise et enlaçant ses épaules de ses bras. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Je t'aime, Lina. Je veux que nous réussissions. Ses lèvres se courbèrent en un tendre sourire. Je t'aime aussi. Et oui, un conseil conjugal me semble une idée bénéfique. Cette nuit-là, leurs ébats amoureux eurent une intense urgence, comme si chaque caresse pouvait être la dernière. Plus tard, ils restèrent enlacés, sa respiration ralentissant graduellement contre sa poitrine. Garrett? Oui. Il repoussa une mèche de cheveux égarés de son visage. Que ferais-tu s'il m'arrivait quelque chose? Il se tendit. Que veux-tu dire? Si je mourais ou si nous divorcions? Que ferais-tu de la maison? Il hésita, caressant ses cheveux. Je ne sais pas. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Ses doigts traçaient des motifs oisifs sur son bras. Je me pose juste parfois des questions sur l'avenir. Je resterai probablement ici, dit-il doucement. Cette maison est tout ce qui me reste de mon père. Le corps de Lina se pressa davantage contre le sien. Mais si quelqu'un t'offrait une somme d'argent substantielle pour elle? Comme qui? Je ne sais pas. Un promoteur immobilier, peut-être. Quelqu'un qui voudrait la démolir et construire des copropriétés. Garrett secoua la tête résolument. Je ne vendrai jamais cette maison. Elle signifie trop pour moi. Sa voix était à peine audible. Mais si tu avais besoin d'argent? Il prit son visage entre ses mains. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de toi. Le lendemain matin, pendant que Lina était sous la douche, Garrett examina son téléphone.
Elle l'avait laissé charger sur la table de chevet, et il connaissait son code d'accès. Les SMS révélaient l'histoire. Colin envoya un SMS, réunion avec la société de séquestre aujourd'hui. Devrait être prêt à conclure d'ici la fin de la semaine. Lena répondit, et s'il découvre? Colin envoya un SMS, il ne le fera pas. Au moment où il saura ce qui se passe, ce sera fait. Lena répondit, je me sens mal à ce sujet. Colin envoya un SMS, tu as toi-même dit qu'il te freinait. C'est ta chance d'avoir une vraie vie. Lena répondit, je sais. C'est juste, ce n'est pas une mauvaise personne. Colin envoya un SMS, les mauvaises personnes ne construisent pas des empires immobiliers. Les gens gentils gèrent des parkings. Garrett fit une capture d'écran de la conversation et la transmit à son propre téléphone, puis supprima les preuves de l'historique des messages de Lena. Il était de retour au lit, feignant de dormir, quand elle sortit de la salle de bain. « Je vais être en retard ce soir », annonça-t-elle en s'habillant. « Réunion d'équipe. »« D'accord. J'achèterai le dîner. »« Tu es adorable. » Elle embrassa son front. « Je me rattraperai ce week-end. » Après son départ, Garrett appela Sacha. « Nous devons accélérer notre calendrier, » lui dit-il. « Que s'est-il passé ? » Il prévoit de conclure cette semaine. Alors nous ferions mieux de nous mettre au travail. Le beau-père de Garrett, Denny, résidait dans une communauté fermée à Palm Desert, à 2 heures à l'est de Riverside. La maison était un monument à la réussite de la classe moyenne, toit de tuiles espagnoles, pelouse méticuleusement entretenue et un garage à 3 voitures remplies de jouets que Denny n'utiliserait jamais. Denny ouvrit la porte avec l'enthousiasme fin d'un homme qui n'avait jamais tout à fait approuvé le choix de son gendre par sa fille. « Qu'est-ce qui t'amène ici ? » ?»« Je voulais te parler de Lena. »« Tout va bien ? » ?»« C'est ce que j'essaie de savoir. »« On peut s'asseoir ?» Denny le conduisit au salon. Des photos de famille ornaient la cheminée, la remise de diplôme de Lena en école de commerce, son mariage avec Garrett, diverses vacances et anniversaires. Sur plusieurs photos récentes, Colin apparaissait lors de réunions familiales. « Vous connaissez Colin Dupré ?» demanda Garrett. « Le cousin de Lena. »« Bien sûr. »« Bon garçon. »« Ambitieux. » La poitrine de Denny se gonfla légèrement. « Il réussit très bien. Promotion immobilière. Il passe passablement de temps chez nous. »« Ah bon ? » Enfin, la famille, c'est important. Le sourire de Denny vacilla. « Où voulez-vous en venir, Garrett ? » Je crois que Lena a une liaison. Les mots planèrent dans l'air comme de la fumée. Le visage de Denny passa par plusieurs expressions avant de se figer sur une colère défensive. C'est une grave accusation. Avez-vous des preuves ? J'ai des photos, des SMS. Et je sais que Colin a une clé de ma maison. Il y a peut-être une explication. Il y en a une. Ils envisagent de vendre ma maison à mon insu. Ils ont falsifié ma signature sur une procuration. Denny se leva brusquement. Je crois que vous devriez partir. Je voulais vous donner une chance de lui parler d'abord avant que ça ne dégénère. Est-ce que vous menacez ma fille ? J'essaie de la sauver, elle est la réputation de votre famille. Garrett resta assis, sa voix calme. Quand ça sortira, ce sera public. Actes de justice, articles de journaux, réseaux sociaux. C'est ce que vous voulez. Denny le fixa longuement. Que voulez-vous que je fasse ? Parlez-lui. Convainquez-la d'arrêter ça avant que ça n'aille trop loin. Et si je ne le fais pas ? Alors je m'en occuperai à ma façon. Garrett rentra chez lui en voiture à travers le désert, regardant le soleil se coucher sur les montagnes. Son téléphone sonna au moment où il se garait dans son allée. C'était Sacha. J'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises ? Ça dépend de votre point de vue. J'ai fait des recherches sur Colin Dupré. Il a déjà fait ça. Que voulez-vous dire ? Il y a 3 ans, il était impliqué dans une affaire similaire. Une femme âgée à Rancho Mirage a signé une procuration à son neveu, qui a ensuite vendu sa maison à une société de promotion immobilière. Le neveu était le camarade de chambre de Colin à la fac. Que s'est-il passé ? La femme est morte avant que l'affaire ne soit jugée. Cause naturelle, mais timing opportun. Colin n'a jamais été inculpé, mais il a été interrogé en détail. Garrett sentit quelque chose de froid se répandre dans sa poitrine. Vous pensez qu'il a déjà fait ça avant ?
Je pense qu'il est très doué pour ça. La différence, c'est que vous n'êtes pas une vieille dame confuse. Vous êtes un homme qui sait se défendre. Alors, quelle est notre prochaine étape? On referme le piège demain soir. Je veux que vous ayez une conversation avec votre femme. Dites-lui que vous êtes au courant de la procuration, mais ne mentionnez pas Colin. Laissez-la penser que vous ne connaissez que les documents. Mais qu'est-ce que ça va apporter? Ça va la faire paniquer. Et quand les gens paniquent, ils font des erreurs. Le lendemain soir, Garrett attendit Lena dans le salon. Il avait passé la journée à installer des caméras cachées à des endroits stratégiques dans toute la maison. Sacha avait recommandé une société de sécurité spécialisée dans la surveillance discrète. Lena arriva à 7h30, portant des sacs de plats à emporter de leur restaurant thaïlandais préféré. Elle les posa sur la table de la cuisine et souleva le couvercle du récipient de pad thaï. « Je me suis dit qu'on pourrait dîner ensemble, dit-elle, s'installant sur un tabouret. Tu as l'air stressé ces derniers temps. » Garrett ne toucha pas à la nourriture. Il resta debout, sa voix ferme. « Je suis stressé. Il faut qu'on parle. » Elle s'arrêta, des baguettes à la main. « De quoi ?» Il croisa les bras. « De la procuration que tu as falsifiée. » La couleur déserta les joues de Lena. Elle reposa le pad thaï et serra le bord de la table. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Se rapprochant, le ton de Garrett devint plus ferme. « J'ai vu les documents, Lena. Je sais que tu essaies de vendre la maison. » Lena s'affaissa sur le tabouret, les épaules avachies. « Garrett, je peux expliquer. » Alors explique, la pressa-t-il, sourcils levés. Elle expira, la voix tremblante. « J'allais te le dire. Je voulais juste que ce soit une surprise. » « Quel genre de surprise ?» demanda-t-il, se penchant en avant. Elle jeta un coup d'œil au sol. « J'ai trouvé un acheteur qui est prêt à payer bien au-dessus du prix du marché. 2 100 000. Je me suis dit qu'on pourrait prendre l'argent et acheter quelque chose de plus récent. Quelque chose qui nous appartienne, pas à ton père. » Les lèvres de Garrett se pincèrent en une ligne fine. « Tu as falsifié ma signature. » Les yeux de Lena se remplirent de larmes. « J'allais te le dire avant de conclure. Je voulais juste lancer les choses. » Il tira une chaise et s'assit en face d'elle, sa voix basse. « Qui est l'acheteur ? » « Une société de promotion immobilière, murmura-t-elle. Ils veulent démolir les 2 logements et construire des copropriétés. »« Et le nom de la société ?» insista-t-il, le regard inébranlable. Elle secoua la tête, les larmes coulant librement. « Je ne me souviens pas. Tout se fait par l'intermédiaire d'un courtier. » Garrett se leva, sa voix froide. « Lena, il faut que tu les appelles demain et que tu annules la vente. » Ses épaules tremblaient. « Je ne peux pas. »« Pourquoi pas ?» exigea-t-il. Elle se couvrit le visage, sanglotant. « Parce que j'ai déjà dépensé la compte. » Il la fixa, incrédule. « Combien ? » 50 000, articula-t-elle avec difficulté. « Tu m'as volé 50 000 $, dit-il, l'incrédulité pesante dans sa voix. « Ce n'était pas du vol. J'allais te le dire. » Elle pleura. La mâchoire de Garrett se contracta tandis qu'il se levait. « Je veux que tu partes. » Elle se redressa brusquement, la voix brisée. « C'est chez moi, aussi. »« C'est ma maison, » répliqua-t-il, la voix neutre. « Tu n'es que quelqu'un qui vit ici. » Et maintenant, ce n'est plus le cas. Les larmes de Lena cessèrent. Elle recula. « Tu ne peux pas me mettre à la porte. Je suis ta femme. » Il croisa son regard sans pitié. « Alors comporte-toi comme tel. Appelle la courtière demain. Annule la vente, rends l'argent et ne me mens plus jamais. » Sa mâchoire trembla. « Et si je ne le fais pas ?» Il marqua une pause, puis parla avec une tranquille détermination. « Alors tu découvriras ce qui arrive quand on vole quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. » Cette nuit-là, Lena dormit dans la chambre d'amis. À travers les murs fins, Garrett l'entendit murmurer au téléphone des mots urgents, suppliants, qu'il ne parvenait pas vraiment à distinguer tandis qu'il restait éveillé, hanté par sa trahison. À 3 heures du matin, son téléphone vibra avec un texto provenant d'un numéro inconnu. « Il faut qu'on parle. Demain, 19 h. Riverside Park. Viens seul. » Garrett fit une capture d'écran du message et la transféra à Sacha.
Sa réponse fut immédiate, n'y va pas. Ça dégénère. Mais Gareth était déjà en train de s'habiller. Riverside Park était désert, le seul mouvement étant le léger va-et-vient de quelques sans-abri dormant sur des bancs délabrés. Gareth s'assit sur une table de pique-nique près de l'aire de jeu, ses yeux scrutant les ombres mouvantes. À 7h15 précisément, Colin sortit de l'obscurité près des toilettes. « Tu es venu » dit Colin, s'asseyant sur le banc en face de Gareth. Gareth jeta un coup d'œil à sa montre. « Tu voulais parler ?» Dans la faible lueur des lampadaires, les traits de Colin semblaient plus âgés, plus usés que lorsque Gareth l'avait confronté dans le parking. Il passa une main dans ses cheveux. « Lina est contrariée. »« Elle devrait l'être, » répondit Gareth, croisant les bras. Colin se pencha en avant. « Elle prétend que tu l'as menacée. »« J'ai simplement demandé qu'elle restitue les fonds détournés, » répondit Gareth d'un ton égal. Le rire de Colin résonna, dénué de gaieté. « Ce n'est pas si simple. »« Au contraire, » insista Gareth. « Elle annule la vente, restitue la compte, et nous pouvons tous faire comme si cette mascarade ne s'était jamais produite. » Colin secoua la tête, ses yeux s'assombrissant. « Tu ne comprends vraiment pas la situation, n'est-ce pas ?»« Comprendre quoi ?» demanda Gareth, une tension palpable s'insinuant dans sa voix. « Ma femme n'a aucune affection pour toi, » déclara Colin brutalement. « Elle n'en a jamais eu. Elle t'a épousé par sens du devoir, parce que tu t'occupais de ton père malade, un acte perçu comme noble. » La mâchoire de Gareth se serra visiblement. « C'est ce qu'elle t'a raconté ? » « Elle s'est confiée à moi sur de nombreux sujets, » répondit Colin, la voix basse. « Comment tu manquais d'ambition ? Comment tu te contentais de gérer un parking pour le restant de tes jours ? Comment elle se sentait piégée ? » Gareth força son expression à rester impassible. « Et tu lui as présenté une alternative. » Colin se redressa. « Je lui ai offert une vie. Une existence authentique. Nous avons l'intention d'acheter une maison à Malibu. De nous marier. De fonder une famille. » Les yeux de Gareth se plissèrent. « Avec mes fonds. »« Avec des fonds provenant d'une maison que tu n'as jamais méritée, » rétorqua Colin sèchement. « Tu l'as héritée. Tu ne l'as pas gagnée. »« Ni toi » murmura Gareth à voix basse. Colin se leva brusquement. « Voici comment les événements vont se dérouler. Lina finalise la vente, tu signes les papiers, ensuite, tu disparais. » Gareth soutint son regard sans ciller. « Ou quoi ?» Les lèvres de Colin se retroussèrent en un rictus. Les choses se compliquent. Des accidents se produisent. Des gens se blessent. Pour la première fois depuis plusieurs jours, Gareth sourit. « Tu profères une menace. »« Je ne fais qu'énoncer la réalité, » dit Colin d'un ton onctueux. « Cette situation est plus importante que tu ne le penses. D'autres personnes sont impliquées. Des personnes qui n'apprécient pas les complications. » Le sourcil de Gareth s'arqua, rappelant la vieille femme à Rancho Mirage. Un éclair de malaise traversa le visage de Colin. « Tu as été proactif. »« Je suis conscient de ta véritable nature, Colin, » déclara Gareth en se levant. « Je suis au courant de tes actes passés, et je suis certain que tu les répéteras. »« Prouve-le » défia Colin, son maintien étant délibéré. Gareth sortit un petit enregistreur numérique de la poche de sa veste. « C'est déjà fait. » Colin se jeta en avant, mais Gareth avait anticipé le mouvement. Il roula hors de la table de pique-nique et dévala le chemin en courant, ses pieds tambourinant sur le gravier. Derrière lui, la voix de Colin résonna. « Ce n'est pas fini. Tu m'entends ? Ce n'est pas fini. » Gareth ne se retourna pas. Il courut jusqu'à sa voiture et rentra chez lui, les mains tremblantes sur le volant. La maison était plongée dans l'obscurité. La voiture de Lena était absente. Dès qu'il fut à l'intérieur, il composa immédiatement le numéro de Sacha. « J'ai obtenu ses aveux sur bande, » dit-il. La voix anxieuse de Sacha répondit. « Qu'a-t-il dit ?»« Suffisamment, » répliqua Gareth, avalant sa salive avec difficulté. « Il m'a menacé. Il a admis la fraude. Il a fait référence à l'affaire de Rancho Mirage. »« C'est avantageux, » dit Sacha. « Cependant, je suis préoccupé par votre sécurité. Peut-être devriez-vous trouver un autre endroit où loger ce soir. » Gareth s'appuya contre le mur du couloir. « C'est ma résidence. Je ne l'abandonnerai pas. » « Alors, au moins, contactez les autorités. »
Pas encore, murmura-t-il, un ton résolu durcissant sa voix. Je souhaite conclure cette affaire d'abord. Garrett consacra la nuit à examiner les images de surveillance des caméras cachées. Lena avait initié 17 appels téléphoniques entre minuit et 6 heures du matin, l'audio était suffisamment clair pour discerner les deux côtés de la majorité des conversations. Le tableau qui se dessinait était bien plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Colin n'était pas simplement un escroc. C'était un agent au sein d'un syndicat organisé spécialisé dans la fraude immobilière. Il s'attaquait à des individus dans des situations précaires, des veufs récents, des propriétaires âgés, des personnes en instance de divorce. Le stratagème était complexe, impliquant des documents falsifiés, des fonctionnaires corrompus et des sociétés écrans à l'apparence légitime. Lena n'était pas simplement une victime ou une complice. Elle était une recruteuse. Son poste à la compagnie maritime lui donnait accès aux dossiers des employés, aux informations personnelles et aux détails des situations familiales. Elle fournissait à Colin des informations sur des cibles potentielles depuis des mois. Garrett n'était que l'acquisition la plus substantielle. Le lendemain matin, il se rendit au palais de justice et déposa une plainte officielle auprès du bureau du procureur de district. La procureure assignée à l'affaire était une femme nommée Patricia Wang, une spécialiste de la criminalité en col blanc. « C'est vaste », dit Diana en feuilletant la pile de documents que Garrett avait présentés. « Depuis combien de temps rassemblez-vous ces preuves ?» Garrett se pencha en avant, joignant ses doigts en une flèche. 3 jours. Le sourcil de Diana se haussa. 3 jours? Cela semble représenter des mois de travail. Il croisa son regard calmement. Je suis très motivé. Elle acquiesça lentement, tapotant un stylo contre la table. Je le vois bien. Cependant, monsieur Ellison, vous devez être conscient que monter un dossier de cette ampleur demande du temps. Des mois, peut-être des années. Et il n'y a aucune garantie que nous récupérons vos fonds. Il haussa les épaules. L'argent ne m'intéresse pas, son stylo s'arrêta en plein tapotement. Alors, quelle est votre principale préoccupation? La justice. Pourtant, au plus profond de son esprit, Garrett savait déjà que la justice seule ne suffirait pas. Ce soir-là, Garrett était assis dans son salon, toutes les lumières éteintes. Il vérifia sa montre. 21h30. Des pas craquèrent sur le parquet du couloir. Il entendit d'abord la voix de Lena, douce et prudente. « Il n'est pas là », murmura-t-elle. Une voix plus grave répondit. « Tu en es certaine ?» Lena expira. « Son véhicule est absent. »« Excellent », murmura Colin. « Procédons. » Garrett retint son souffle alors qu'il traversait la maison, traînant des papiers, le faible son du verre qui s'entrechoque. Il reconnut le cliquetis distinctif de la collection de montres de son père en train d'être soulevée, puis le doux cliquetis des bijoux de sa mère. De la salle à manger émanait le cliquetis de la porcelaine fine qui était emballée. La voix de Colin retentit. « Et le coffre-fort dans le placard de la chambre derrière les costumes ?» Lina répondit. « Connais-tu la combinaison ?» Le ton de Lina était tendu. L'anniversaire de son père. Le même qu'il utilise pour tout. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Garrett. 3 jours auparavant, il avait modifié cette combinaison. Pendant 1 heure, ils travaillèrent, transportant des cartons jusqu'à la voiture. Garrett compta 3 allers-retours distincts, leurs échos résonnant le long de l'allée. Finalement, les pas revinrent. Hésitante, la voix de Lena trembla lorsqu'elle annonça « C'est tout ce qui a de la valeur ». Colin expira avec satisfaction. « Bien. Maintenant, nous incendions les lieux. » Lena haleta. « Quoi ?» Il haussa les épaules. Fraude à l'assurance. Déclaré comme un incendie criminel. Ensuite, nous encaissons le montant en plus du prix de vente. Sa protestation fut vive. Colin, non. Je suis incapable de. Je ne veux pas. Il s'approcha, sa voix basse. Tu n'as pas le choix. Nous sommes allés trop loin maintenant. Je n'ai jamais consenti à cela, rétorqua-t-elle, sa voix froide. Tu as consenti quand tu as falsifié sa signature. Quand tu as dépensé la compte. Quand tu m'as fourni sa clé de maison. Une gifle claqua dans l'obscurité. Lena cria, ne me touche pas. Le ton de Colin se durcit. Tu vas te conformer à mes instructions. Nous sommes partenaires maintenant. Des partenaires égaux. Je souhaite me retirer.
Il ricana sinistrement. Trop tard pour ça. À ce moment précis, Garrett se leva et alluma les lumières du salon. « Bonjour, Lena. » Appela-t-il, se montrant au grand jour. Ils se sont tournés brusquement vers lui. Colin se tenait là, agrippant un bidon d'essence. Lena serrait une boîte de médailles militaires. Garrett. Lena laissa tomber la boîte. Les médailles s'éparpillèrent sur le tapis. Je peux expliquer. Son expression restait calme. Je sais que vous le pouvez. Vous êtes particulièrement doué pour les explications. Il se tourna vers Colin. Fraude à l'assurance. Une tournure intrigante. Colin déposa le bidon d'essence. Depuis combien de temps êtes-vous présent? Assez longtemps. Garrett leva son téléphone. Souriez pour la caméra. Les yeux de Lena s'écarquillèrent tandis que les médailles brillaient dans l'objectif. Garrett, s'il te plaît. Il l'ignora. Cette vidéo enregistre depuis 1 heure. Tout a été téléchargé. Le visage de Colin devint rouge. Espèce d'ordure. Garrett se redressa. Effraction, vol, association de malfaiteurs en vue de commettre un incendie criminel. Fraude à l'assurance. Vous risquez une peine de 10 à 15 ans. La mâchoire de Colin se crispa. Vous vous croyez intelligent? Garrett fit un pas de plus. Je me crois méticuleux. Je connais l'affaire de Rancho Mirage, les sociétés écrans, les autres victimes. Et je sais que votre destin est la prison. La main de Colin se glissa à l'intérieur de sa veste. Il en sortit un magnum. Colin, non. Lena hurla. Il aboya, silence. Et pointa l'arme sur Garrett. Vous allez supprimer cette vidéo. La voix de Garrett restait ferme. Négatif. Je vais t'éliminer. Colin grogna. Peut-être, admit Garrett. Cependant, la vidéo est déjà dans le cloud. Me tuer ne changera rien. La main de Colin tremblait. Tu bluffes. Garrett sourit. Vraiment? Il brandit l'écran du téléphone. Il n'y a qu'une seule façon de s'assurer de la vérité. Un silence descendit. Puis, le bras de Colin se relâcha et le magnum s'abaissa. Ce n'est pas fini, murmura-t-il. Garrett expira. Si, c'est fini. Il composa le numéro des services d'urgence. Quelques instants plus tard, des lumières clignotantes baignèrent la pièce de rouge et de bleu. Des policiers entrèrent, maîtrisant Colin et menottant Lena. Les pompiers se tenaient prêts à effectuer une inspection. Une équipe d'ambulanciers examina Garrett pour évaluer un éventuel choc. Alors que Colin était emmené, Diana apparut à la porte. Elle fit un signe de tête à Garrett. Justice, murmura-t-elle. Il se permit un sourire crispé. Justice. Le lendemain matin, Garrett était assis dans sa cuisine, buvant du café et parcourant le journal. La Une présentait un article concernant l'arrestation d'un réseau de fraude immobilière. Son nom n'était pas mentionné, mais tous les détails étaient présents. Son téléphone sonna. Sacha. Félicitations, dit-elle. Vous avez réussi. Ce n'est pas encore terminé. Le bureau du procureur est confiant de pouvoir étayer les accusations. Colin risque une lourde peine de prison. Qu'en est-il de Lena? Cela dépend de l'étendue de sa coopération. Si elle témoigne contre Colin, elle pourrait obtenir une probation et la maison. Elle est à vous. La vente frauduleuse a été annulée. Vous devrez régler la tentative d'incendie criminel avec la compagnie d'assurance, mais ce n'est qu'une formalité. Garrett mit fin à l'appel et traversa sa maison, inspectant les dégâts. Ils avaient pris les montres de son père, les bijoux de sa mère et plusieurs autres objets de valeur, mais la maison elle-même était restée intacte. Il consacra la journée au nettoyage, remettant les objets à leur place. C'était comme une restauration, comme une guérison. Ce soir-là, il se rendit en voiture au parking du palais de justice. Son service ne commençait que lundi, mais il voulait revisiter l'endroit, se souvenir de qui il était avant que ces événements ne se produisent. Le parking était silencieux, éclairé par les mêmes néons qui avaient bourdonné au-dessus de sa tête lorsqu'il avait commencé à y travailler, il y a 8 ans. Garrett se dirigea vers l'emplacement vide où la Bentley de Colin avait bloqué la sortie. « Excusez-moi. » Une voix raffinée résonna près de l'ascenseur. Garrett pivota, son regard se posant sur une femme vêtue d'un tailleur somptueux,
un trousseau de clés brillant dans sa main. « Puis-je vous être utile ?» demanda-t-il, croisant les bras sur sa poitrine. Elle répondit par un sourire courtois. « Êtes-vous le responsable ?» Un signe de tête fut sa réponse. En effet. Ses yeux se plissèrent perceptiblement. « Je cherche quelqu'un qui puisse m'aider avec une certaine situation délicate. » Garrett haussa un sourcil, interrogateur. « Quel genre de situation délicate ?» Elle se pencha légèrement en avant, sa voix un murmure feutré. « Le genre qui nécessite de la discrétion. » Il l'examina, estimant son âge à quelques années de plus que Lena, peut-être 45 ans, possédant l'assurance tranquille qui émane de l'aisance et de l'influence. À travers le parking, sa Mercedes noire, encore munie de plaques de concessionnaire, occupait une place dans la section visiteurs. « Je regrette de vous informer, déclara-t-il, secouant lentement la tête, que je gère des places de parking, pas des situations délicates. » Son attitude resta imperturbable. Sortant une carte de visite élégante et professionnelle, elle la tendit vers lui. « J'ai entendu dire que vous étiez très doué pour les deux. » Garrett jeta un coup d'œil rapide à la carte, puis la glissa discrètement dans sa poche sans l'accepter ouvertement. « Vous avez été mal informé. » Elle acquiesça une seule fois, d'un mouvement décidé, en remettant la carte avec aisance dans la poche intérieure de sa veste. « Si jamais vous changez d'avis, n'hésitez pas à me contacter. Je compense généreusement pour des résultats tangibles. » Elle se dirigea vers son véhicule et partit. Garrett récupéra la carte. Elle était imprimée sur un papier cartonné de luxe avec des lettres en relief. Victoria Ashford, consultante privée. Il la déchira en deux d'un geste résolu et déposa les fragments dans la poubelle. Il avait fini par comprendre que certains problèmes ne valaient tout simplement pas la peine d'être résolus. 2 mois plus tard, Colin Dupré fut condamné à une peine de 12 ans dans un pénitencier fédéral. Lena reçut une peine de 5 ans de mise à l'épreuve en échange de son témoignage sous serment. La résidence fut officiellement libérée de tous les privilèges et créances frauduleuses. Garrett conserva son poste au parking. Il appréciait la routine structurée, la prévisibilité inhérente. Il tirait une satisfaction du fait d'être l'individu qui s'assurait que chacun atteigne sa destination prévue. La dissolution de son mariage fut prononcée un mardi d'avril. Lena ne contesta pas la procédure. Elle était retournée vivre chez ses parents et travaillait dans un centre d'appel, s'efforçant de reconstruire son existence brisée. Garrett ne la revit jamais. La maison avait une ambiance différente, maintenant. Plus immaculée. Plus définitivement la sienne. Il avait remplacé toutes les serrures existantes et installé un dispositif de sécurité complet. Madame Patterson, sa locataire, avait fait preuve d'une grande compréhension face à toute la situation. Elle lui avait même offert un gratin le jour même où le divorce avait été officiellement prononcé. « Vous avez agi avec justice », lui avait-elle assuré. Certaines personnes ont besoin de la dure leçon que les actions ont inévitablement des conséquences. Je voulais simplement récupérer ma maison. Vous avez gagné plus que la simple possession. Vous avez retrouvé votre vie. Ce soir-là, Garrett se détendit sur son porche, observant le coucher de soleil qui peignait le firmament de nuances d'orange et de rose. Le quartier était paisible, empreint de sérénité. Plusieurs enfants faisaient du vélo dans la rue. Un chien aboyait quelque part au loin. Son téléphone portable émit un bourdonnement, signalant un SMS de Darian. Vers ce soir ? Mon traitement ? Garrett esquissa un léger sourire et tapa une réponse, affirmative. Mais je conduirai. Naturellement. Vous êtes l'homme le plus circonspect que je connaisse. J'apprends. Apprendre quoi, précisément ? Que circonspection et intelligence ne sont pas synonymes. Garrett rentra dans sa maison et ferma la porte à clé. Le son rassurant du verrouillage était le son le plus satisfaisant qu'il ait jamais entendu. Announceret, at Viborg Silkeborg FC Midtjylland announceret, at nu laver de en samlet fodboldklub, der hedder FC Midtjylland. De køber Viborg og Silkeborg. Hvad vil du så gøre? Hvad så pikfæs? Hvad er udfordringen i dag? Undgå at dø af kedsomhed? Ja, det er fandme udfordringen lige nu. Jeg skal gennemføre Minecraft 3 gange i træk, før der nåede jeg 1,5, inden jeg døde. FC fuck ass. Ja. Den der portal, den finder jeg aldrig, by the way. Altså, jeg tror sgu, jeg har løbet forbi den allerede 5 gange. Jo, har jo måske. Det ser ud til det på minimap i hvert fald. På en måde elsker jeg det også. Chatten får sgu en anden charme på engelsk. I also think it's a little bit funny that I can sit there and talk trash in the engelsk.
Jeg fandt den sgu. Godt. Og min vand ikke har noget egentlig stadigvæk. Jo, goodie. Hallo? Rolig. Du skal da ikke klare Minecraft 3x3, når du skal bruge 800 forsøg på at gennemføre en gang. Jeg har heller ikke brugt 800 forsøg på at gennemføre en gang. Jeg har brugt 126 forsøg på at gennemføre en gang, og det var hardcore, uden skold og uden armor. Er det ikke fair nok, eller hvad? Hej, Futte, velkommen til. Pewhay. Pewhay, det er legit fucking goated, og jeg har trademarket det ord nu, det mener jeg. Det er fandme grineren. Jeg kan se, jeg bare kan beholde den der. Ej, nu har jeg lige præcis ikke nok jern til at lave en... whatever. Så bare gå ind, I guess. Hov, har jeg skjold? Jeg har ikke skjold. Jeg har heller ikke noget wood. Kunne det godt være, at jeg skulle have det måske? Hvorfor er der kun jyder på dansk Twitch? Det er der legit heller ikke, Steve. Alle de største bor sgu da i København. Udover den, der bor i Aalborg. God sang er jo et. Hej Lea. Alle dine viewers. Lea er legit ikke engang jyde. Ej, så får jeg sådan en spawn her, eller hvad? Vi er legit kun 2 fra København. Det passer jo ikke, mate. Nu går jeg ind i min userlist her af folk, der så lykker. Okay. Folk, jeg ved... Der er masser, okay? Altså, der er mange, der ikke er jyder. Det er længere den ikke. Jeg skulle da godt bo et andet sted uden at være det. Jeg er fra København. Jamen Lea er også fra København. Eller ikke København, men deromkring. Og så er det København. Au. Den kigger jeg sgu lige væk. Er du også sur i dag, Lea? Jeg er også sur i dag. Jeg er blevet rage-baitet hele dagen. Det værste er, at tænder streamen siger, ej, hvor er jeg bare glad i dag. Bare mega fed dag, og alle andre har haft en lortemandag. Nu har alle andre ladet deres lortemandag gå ud over mig. Så nu er jeg sur. Er musikken høj for jer, for jeg overvejer at skrue op? Jo, Nordsjælland eller sådan noget. Et eller andet der omkring. Jeg glemte at tjekke, hvad vej det var, jeg skulle. For fanden. Jeg guess det er... Nå, det er den her vej. What, det havde jeg regnet med. Så kan han stoppe med at skyde efter mig, ham der er jo sgu da utroligt. Jeg har haft en fin mand, der så ikke sur. Jamen, det er godt, Christensen. Ej, jeg tror, det er et fortress. Det er det sidste, jeg mangler. Hov, jeg glemmer at lave det der skjold. Kommer det i tanke om. Hvorfor er du sur?